Gérard Ramex, bonsoir. Bonsoir. Tu es président de l'AMF, Oui. après en avoir été directeur général, enfin de la COB, et tu as une expérience très longue du marché. Et ça fera partie des questions de mise en perspective que je te poserai. Mais avant ça, il y a une actualité de l'AMF, c'est les entretiens de l'AMF qui se déroulent chaque année. Et à la mi-novembre 2016, donc il y a juste quelques semaines, sur le thème des nouveaux risques de la finance mondialisée. Alors ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. On a connu, il n'y a pas tout à fait 10 ans, une crise majeure. On n'avait pas anticipé les risques de cette crise majeure qui nous est venue des États-Unis. Je ne vais pas refaire l'histoire. Alors, en synthèse, quels sont les risques financiers majeurs qui ont été identifiés à l'occasion de ces entretiens de l'AMF? Alors, c'était assez important puisqu'il y avait à la fois une homologue américaine, membre du collège de la CFTC, qui est l'autre régulateur américain avec la SEC. Il y avait Benoît Cœuré du directoire de la BCE. Et en conclusion, on avait Jean-Claude Trichet, ancien président de la BCE. Alors en fait, si on résume les deux risques dont on a beaucoup parlé, c'est premièrement les risques liés à ce qu'on appelle dans le jargon le shadow banking, c'est-à-dire les financements non bancaires. Est-ce que la plus grande rigueur dont on fait part maintenant dans le secteur bancaire, avec des grosses contraintes sur le bilan des banques, va pousser les acteurs à chercher des financements hors de la sphère bancaire? Et est-ce qu'il y a des risques spécifiques dans ce domaine-là? La réponse est oui pour partie, même si cette sphère-là est assez hétérogène en réalité. Moi, mais concrètement, c'est quoi cette... par exemple... Qui va en prêter? Une des questions à la mode, c'est, il y a une consultation en cours là-dessus, est-ce que les fonds, les OPCVM, les fonds communs de placement, est-ce qu'ils vont pouvoir prêter directement? Donc ça veut dire, tu es une entreprise, au lieu d'emprunter à ta banque ou au lieu de lancer une obligation, tu vas négocier avec un fonds spécialisé qui va dire, moi je vous prête, je sais pas quoi, 2 millions d'euros sur 5 ans à telles conditions. Alors évidemment, les contraintes de régulation ne sont pas les mêmes puisqu'il n'y a pas de bilan, hein, c'est le fonds. Sinon, on fait de la transformation et on a un risque. Enfin, je ne vais pas trop entrer dans la technique. Donc, on a discuté beaucoup de ça. L'autre grand risque, hein, qui pour moi est en fait majeur, c'est le risque lié au niveau des taux d'intérêt. Hein, le taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Ouais. Franchement, on m'aurait dit il y a quelques années qu'un jour on aurait des taux d'intérêt aussi bas, je ne l'aurais pas cru. Ouais. Et pourtant, c'est le cas. Et on sait très bien que ça n'aura qu'un temps. D'ailleurs, le marché pense que très bientôt, les États-Unis vont commencer de relever les taux. Ouais. Et donc, on a des risques qui sont liés à cette variation des taux. On a eu à d'autres époques un krach obligataire. Donc, c'est la hantise de tous les régulateurs, que ce soit les banquiers centraux ou les régulateurs de marché comme nous. Un effondrement de la valeur des obligations. Un krach obligataire, ça veut dire que d'un seul coup, les taux d'intérêt montent. Et du coup, les obligations varient en sens inverse, hein, selon la bonne théorie économique, et perdent de leur valeur. Mais en dehors des obligations, qui est majeur, mais en dehors des obligations, il peut y avoir des difficultés de financement, des investissements dans les entreprises. Aujourd'hui, on peut dire, c'est un des aspects très positifs de la situation, c'est que, contrairement à ce qui est souvent dit, les entreprises trouvent leur financement. En Europe et aux États-Unis aussi, mais en Europe, il y a une étude très récente qui vient d'être publiée il y a quelques jours de la Banque centrale européenne. Elle a interrogé des chefs d'entreprise, donc pas des banquiers, et ils répondent massivement qu'ils trouvent des financements auprès des banques ou auprès du marché obligataire. Ouais. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'est plutôt un manque de volonté d'investir en réalité, un manque de perspective économique qui fait que la croissance est décevante. Hein. Ouais. Donc, alors, s'il y a un choc, bon, à ce moment-là, il y a énormément de risques de transmission, hein, mais c'est très difficile de le dire à l'avance. C'est sûr que s'il y a un choc obligataire, ça veut dire que ça va affecter le bilan des assureurs, par exemple, ou le bilan des banques. Est-ce que ça peut affecter aussi les acteurs non financiers? Personnellement, je pense que maintenant, on a quand même un système de banque centrale
qui est très aguerri et très puissant, et je pense qu'il devrait arriver à contrôler ces risques-là. Mais c'était l'objet donc de ces entretiens. Ça veut peut-être dire, on va en rester là sur ce point, que s'il y a augmentation probable, il faudrait qu'elle soit relativement mesurée et dans le temps, quoi. Tout à fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas garder éternellement des taux aussi bas. Et d'ailleurs, ça serait dangereux tant pour le monde de l'assurance que pour le monde de la banque. Et si le changement est brutal, il est très dangereux. Donc, comme tu le dis, ce qu'il faut souhaiter, c'est d'être entre les deux, c'est-à-dire de gérer cette transition. C'est ce que Mme Yellen semble vouloir faire. Je souhaite de tout cœur qu'elle réussisse. Très bien. Alors, une autre question, mais plus macroéconomique, ou en tout cas en perspective. Justement, du fait de ton expérience à la COB et à l'AMF, quelles sont les observations que tu peux faire sur deux plans? L'évolution de l'attractivité de la place financière de Paris pour les Français ou pour le marché, versus les normalisations, la régulation, etc. Et l'autre point, c'est où se situe la place financière de Paris par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Allemagne, enfin aux grandes places auxquelles on pourrait les comparer? La situation est assez contrastée. Du côté des points négatifs, il y a le fait qu'il y a eu un recul sur une longue période de l'actionnariat individuel. C'est-à-dire que, alors que la COB, lorsque je l'ai rejointe à la fin des années 90, militait pour convaincre nos contemporains d'acheter des actions, dans la foulée de ce qu'avait fait le ministre Monory quelques années avant, eh bien, on voit que les deux grands chocs qu'il y a eu, c'est-à-dire le choc de la bulle Internet et le choc des subprimes, ont quand même introduit une certaine réticence, un doute, une aversion au risque, comme disent les économistes. Donc ça, c'est pas très bon. Et je pense que c'est une faiblesse pour notre pays, puisque en même temps, on est une des bourses les plus ouvertes. Quand on regarde l'indice phare français, le CAC 40, il est extrêmement ouvert, puisqu'il y a presque la moitié des actions qui sont possédées par des acteurs non français. Donc c'est assez embêtant d'avoir à la fois un marché qui est quand même vaste et en même temps une présence d'acteurs français qu'on peut juger un petit peu insuffisante. Alors en sens inverse, on peut dire que la place a considérablement évolué, c'est-à-dire que la bourse qu'avait rejoint Jean-François Théodore était un monopole d'État qui remontait à Napoléon. Depuis, on a des plateformes concurrentes dans toute l'Europe et dans le monde entier. Il y a eu un jeu d'alliance auquel a participé donc la Bourse de Paris. Elle est devenue Euronext. Et là, ce qui s'est passé l'année dernière est très important, c'est-à-dire après une alliance qui était en fait une prise de contrôle de la bourse française et même de la bourse d'une partie de l'Europe par la bourse américaine, par le New York Stock Exchange. Eh bien maintenant, les bourses de Bruxelles, de Lisbonne, d'Amsterdam et de Paris, qui sont rassemblées sous le nom d'Euronext, ont repris leur autonomie et elles vivent de leurs propres ailes depuis une petite année maintenant, avec une introduction qui a eu lieu l'année dernière, qui a été très réussie, avec une augmentation du cours depuis. Donc on a, pour répondre à ta question, on a une bourse qui est plus autonome, qui peut dialoguer plus directement avec les entreprises européennes, et qui va certainement chercher, je ne sais pas sa stratégie, à se développer, sans doute à se regrouper encore avec d'autres. Donc on a un certain dynamisme de la place qui est reconnu, et on a en même temps une gestion d'actifs qui s'est beaucoup développée. Par exemple, Amundi vient de s'introduire en bourse. C'est la plus grosse introduction sur le marché français, une des plus grosses sur le marché européen depuis très longtemps. Et c'est le premier gérant d'actifs, à ma connaissance, qui s'introduit en bourse en Europe. Et donc, ça montre le dynamisme des acteurs français. Donc voilà, c'est un constat qui est quand même plutôt positif, finalement. Justement, en revenant sur cette évolution de la réglementation, des normes et tout, il y en a nécessairement sur la place financière. Les gens de Middleneck sont un peu critiques. Je les connais bien, oui. Puisqu'on a interviewé la patronne de Middleneck tout à l'heure, et je l'ai saluée, donc elle disait que ça coûtait vraiment très cher à une société de taille moyenne
pas seulement d'entrer en bourse, mais de rester en bourse avec le coût des obligations, etc. En gros, elle disait, ben, L'Oréal ou une société du niveau de Middle Next, on a à peu près les mêmes obligations, donc ça coûte très cher, et être en bourse coûte très cher. Quelles réponses tu peux faire à cette observation? D'abord, c'est une observation qui est en grande partie exacte, qui est en partie inévitable dans la mesure où, effectivement, il y a des exigences juridiques sur lesquelles il y a un accord mondial, il y a un accord européen, mais il y a aussi un accord international. Donc, il est extrêmement difficile d'en faire l'économie. Hein. Donc, un acteur de taille moyenne qui s'introduit en bourse, il doit savoir qu'il aura des avantages à son introduction, il sera plus connu, il pourra augmenter son capital, il pourra fusionner avec une autre société cotée. En revanche, il a un certain coût. Là où Middle Next, son président, sa secrétaire générale, ont raison, c'est de dire qu'on devrait quand même essayer de minimiser ces coûts, de faire que les règles soient un peu plus adaptées. Et les régulateurs ont eu tendance historiquement à avoir un peu la même règle pour tout le monde. Alors j'ai vu dans les récentes annonces du commissaire Hill, le commissaire européen Lord Hill, qu'il voulait essayer dans la directive prospectus d'avoir un schéma plus léger pour les PME ou les ETI. Donc moi, c'est une idée que je défends personnellement depuis longtemps. Ce n'est pas pour aller dans le sens de Mme Caroline Weber, mais je lui ai dit depuis longtemps. On a fait un certain nombre d'efforts. À l'AMF, par exemple, on a désigné un cadre tout à fait expérimenté pour être l'interlocuteur des PME et des ETI et pouvoir faciliter la vie par rapport aux techniciens qui sont dans les services qui délivrent les autorisations. Voilà. Mais il y a effectivement un certain coût incompressible, ne serait-ce que parce que, par exemple, il y a une règle de base, c'est que toute information sensible, privilégiée, qui peut avoir une incidence si elle est connue sur le cours, doit être donnée au marché, ou alors il faut suivre un processus de secret très strict. Donc cette obligation-là, elle vaut pour L'Oréal, qui a des services entiers de juristes ou de communicants, et elle vaut aussi pour une petite start-up, même si c'est moins fréquent sans doute qu'elle ait des informations. Encore que pour les start-up, on voit que telle autorisation de mise sur le marché d'un médicament, etc., peut faire augmenter le cours de façon très considérable. Au contraire, si elle est refusée, induire une baisse. Donc c'est vrai qu'il faut avoir l'honnêteté de dire ça aux chefs d'entreprise. Néanmoins, on a une recrudescence des introductions. C'est-à-dire, malgré ce coût, depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, on a de nombreuses introductions, on en a eu plusieurs dizaines. Ah oui. Et donc ça, c'est favorable. Parfait. Merci beaucoup. Merci.